Quel est votre nom, s'il vous plaît? Koulos Jean. Koulos Jean. Dans quelles conditions avez-vous été fait prisonnier? J'ai été fait prisonnier le 16 janvier 1958. Dans quelles conditions? Comment ça se passe? Un accrochage. Un accrochage. Ouais. Mais vous avez connu les autres qui ont été libérés il y a à peu près un mois et demi, au mois de décembre? Bah, ils ont été pris en même temps que moi. En même temps que vous. Ouais. Et vous avez eu des nouvelles d'eux? Vous saviez où ils étaient? Bah, ils étaient avec nous. Ah, ils étaient avec vous. Nous. Alors comment ça s'est passé? Vous avez été emmené dans la montagne? Ouais, dans la montagne, après dans les bois. Puis alors, on a marché. Puis Vous marchiez tout le temps ou bien est-ce que vous aviez on a des marché, camps on a marché pendant X jours, je me rappelle plus, mais on avait un camp fixe, mais pour savoir où. fixes? Oui. Et quand est-ce que vous déplaciez? La nuit, le jour? On se déplaçait la nuit. La nuit surtout. Alors en fait, le FLN a fait prisonnier à peu près tous les gens qu'il a pu faire prisonnier. C'est-à-dire il a fait prisonnier aussi bien des militaires français que des Algériens servant dans l'armée française, que des civils, en général français, qu'il attrapait, capturait, vraisemblablement plutôt quand ils étaient seuls, c'est-à-dire isolés sur la route ou dans leur ferme. Ici Fournier-François, rue du Paradis à Saint-Diego, prisonnier de l'armée de libération nationale depuis le 26 février 1958. Puisque j'ai l'occasion de vous parler un peu de vive voix, j'en profite pour vous rassurer un peu que je suis bien en vie et en bonne santé. Je donne un grand bonjour à toute ma famille, à mes parents, Madame et Monsieur Fournier-André de Chaligny, en Meurthe-et-Moselle, à mes frères et à mes sœurs, et à toi, mon vieux Albert Lio, que je n'oublie pas. Vous m'entendez, François et Cathy? C'est votre papa qui vous parle. Restez bien sage avec ce moment. Je reviendrai bien vite. Ne vous tourmentez pas à mon sujet. Ici, nous sommes en sécurité. La nourriture est bonne et le tabac ne manque pas. C'est le principal. J'espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que tous. J'embrasse bien fort ma femme, mes enfants et toute ma famille. Je vous quitte en espérant recevoir bientôt de bonnes nouvelles. François. Leurs conditions de détention, si on peut dire détention, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment de détention, ils sont trimballés, déplacés avec les maquisards de l'ALN en fonction de leurs conditions d'hébergement. Donc quand ils peuvent se poser, ils se posent, quand il faut marcher, ils marchent, et donc en général ils se déplacent la nuit et ils dorment le jour. Voilà, donc il n'y a pas de détention au sens, il n'y a pas de camp, il n'y a aucun camp de prisonniers pendant la guerre d'Algérie. En fait, c'est ça qui explique leur très fort taux de mortalité, parce que quand on voit les conditions de vie des maquisards, plus la guerre avance, plus elles deviennent mauvaises, parce que l'armée française a une politique très efficace d'assèchement du soutien de la population civile. Donc les maquisards sont de plus en plus éloignés des gens qui peuvent les nourrir, les soigner, les loger, et donc les prisonniers aussi. Ils sont pris sous les bombardements des avions, les bombardements toutes sortes d'attaques. Et donc, en fait, les militaires et les civils français faits prisonniers, je pense, meurent la plupart du temps sous la pluie des armes françaises, en réalité, ou alors sous la menace d'une opération militaire française. C'est-à-dire qu'ils meurent tués par leurs geôliers, qui voient l'étau français se resserrer et qui donc se débarrassent en fait des prisonniers qui deviennent dès lors des charges, puisque pouvant donner l'alerte ou éventuellement s'enfuir à l'occasion d'une course pour échapper à l'encerclement français. Donc ce taux très fort de mortalité s'explique par leurs conditions de vie. Ils ne sont jamais à l'abri d'une opération militaire française. Ici, Jacques Yvon. Comme vous devez le savoir maintenant, je suis prisonnier de l'ALN depuis le 26 février 1958. Et vous savez, je ne m'en porte pas plus mal. C'est un taux qui effectivement, autant qu'on puisse le calculer, il est sans doute autour de 60% pour les militaires et un peu plus pour les civils, sans doute aussi parce que les civils sont de plus faible constitution physique, les militaires sont des jeunes gens de 20 ans aptes pour le service, donc avec des capacités d'endurance et de résistance sans doute un peu plus fortes. Mais encore une fois, c'est pas tant ça qui fait la différence que les conditions de vie au maquis, à l'exception des quelques-uns qui ont pu atteindre la frontière marocaine ou tunisienne et être plus à l'abri de l'autre côté de la frontière algérienne, dans des villas, des endroits où on les garde pour une petite dizaine d'entre eux pendant une partie de la guerre. Quel est votre nom, vous, monsieur? Marchand Jean-Pierre. Vous avez été fait prisonnier où? À Flou, le 30 avril 1958. Bon, alors vous pouvez parler à vos parents.
ici marchands en pierre, de gros, bien chers parents, frères, sœurs et nièces. Puisque voilà mon tour arrivé de vous parler, j'en profite pour vous embrasser bien fort et aussi pour vous rassurer. Ce qui est important pour le FLN, qui est donc le parti politique dont la branche armée est l'Armée de Libération Nationale, mais en fait les combattants sont des militants, donc il n'y a pas vraiment une distinction entre les deux, il y a un vrai projet politique, y compris pour ceux qui font des prisonniers. Le principe de base, c'est que la nation algérienne existe et qu'elle est distincte de la nation française. Ce qui permet d'expliquer que la ligne de séparation dans le traitement des prisonniers ne passe pas, comme c'est souvent le cas dans les guerres, entre civils et militaires, mais entre Français et Algériens. Donc on peut repérer une différence de traitement entre Français et Algériens, les Français étant relativement bien traités, les Algériens soit tués, exécutés, soit on essaye de les rallier, plutôt qu'entre civils et militaires. Les civils et les militaires français faits prisonniers sont exactement logés à la même enseigne, à l'exception des femmes françaises qui la plupart du temps sont détenues moins longtemps et sont libérées, et de toute façon elles sont très rarement faites prisonnières. Je n'ai pu vous écrire plus tôt, quoique pensant très bien à l'anniversaire de maman le 11 juin. Pour cette occasion, je te fais 2 grosses bises, ne pouvant t'offrir que cela pour le moment. J'espère que Viviane est reçue à ses examens. Quant à Patricia, j'espère qu'elle travaille bien à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire vivre au maquis, vivre avec les maquisards? En fait, il faut imaginer que c'est des gens qui mangent quand ils peuvent, c'est-à-dire quand ils trouvent des villages ou des gens qui peuvent les nourrir, c'est-à-dire un repas par jour, et puis après, ou 2 quand c'est bien, quand ils ont de la chance, et puis ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire vraiment très rarement de la viande évidemment, pas toujours de la nourriture chaude, et puis parfois ils se nourrissent de rien, c'est-à-dire de racines, de gouttes d'eau sur les rochers ou de choses comme ça. Donc c'est des conditions d'alimentation qui sont très précaires. Beaucoup d'entre eux ont énormément maigri pendant leur captivité. Et puis après, c'est des conditions d'hygiène qui sont déplorables parce qu'évidemment, ils n'ont pas de vêtements propres, ils sont pleins de poux, des poux de corps, des poux de cheveux, donc ils se grattent tout le temps, ils ont l'épiderme abîmé, voilà. Et puis, ils sont évidemment pas soignés quand ils sont malades ou peu soignés. Donc, il y a des cas de soignants, d'infirmiers. Donc, on a des témoignages d'infirmiers algériens qui ont soigné des captifs français ou algériens, de même qu'ils soignaient les maquisards, mais ils avaient peu de médicaments. Donc, voilà, on a des soins qui sont avérés. En même temps, on a aussi des gens qui sont morts de maladie au maquis. Je parle de prisonniers qui sont morts de maladie au maquis parce qu'on n'a pas pu les soigner pour un paludisme ou tout simplement des formes d'anémie qui ont débouché sur leur mort. Donc les conditions de vie sont très difficiles. Elles sont à l'image des conditions de vie des maquisards. Monsieur Tonin Pierre, Monsieur Tonin Michel, alors parlez à vos parents. Mes chers parents, c'est bien votre fils Michel qui vous parle. Je suis prisonnier de l'Armée de Libération Nationale Algérienne depuis 5 mois. Bien vivant, ne vous tourmentez surtout pas à mon sujet. Je suis très bien traité, bien nourri, des cigarettes à volonté, il ne me manque absolument rien. Effectivement, aujourd'hui on s'attend à ce que la Croix-Rouge intervienne dans des conflits. Il faut dire qu'à l'époque, la guerre d'Algérie, c'est un des premiers conflits de type non conventionnel, qui n'est pas un conflit international dans lequel le Comité international de la Croix-Rouge entend intervenir. Et c'est le premier conflit au cours duquel les nouvelles conventions de Genève de 1949 sont vraiment mises à l'épreuve. Or, ces conventions de Genève, il y a un garant de ces conventions, c'est la Croix-Rouge. Donc elle a vraiment un rôle théoriquement très important. Mais en réalité, elle va peu intervenir dans la guerre d'Algérie, puisqu'elle va avoir le droit de visiter les prisons et les camps que la France a en Algérie pour vérifier la situation des prisonniers, et elle va demander au FLN la réciprocité, c'est-à-dire de visiter ces camps. Or, le FLN n'a pas de camp, contrairement, enfin, il ne dira jamais ça clairement, mais il n'a pas de camp, il a des prisonniers qui sont, il ne sait même pas toujours combien de prisonniers il a, qui ils sont, et donc la Croix-Rouge tente pendant toute la guerre d'obtenir des informations sur ces prisonniers, d'obtenir des visites, et elle le fait quasiment jamais. En fait, elle aura droit une fois à une visite de 4 prisonniers, et puis elle réussit parfois à faire passer des courriers ou des colis,
et à acheminer du courrier de prisonniers, donc dans quelques cas très rares, mais c'est vraiment très peu. Et d'ailleurs, elle s'en plaint, et elle note vraiment que c'est une guerre où elle a à peine réussi à intervenir, côté algérien et même côté français. Le CICR a très peu pu intervenir, mais le FLN a toujours fait miroiter qu'il allait faire quelque chose. Parce que le FLN avait intérêt à faire croire qu'il allait respecter le droit de la guerre, qu'il allait donner suite aux demandes du CICR, et un des éléments pour faire accroire cette idée, c'est la création du Croissant Rouge algérien en 1957, qui donc se présente comme un Croissant Rouge comme les autres, un Croissant Rouge national, alors qu'il n'y a pas de nation algérienne, il n'y a pas d'État algérien, il ne devrait pas y avoir de Croissant Rouge algérien, mais il crée le Croissant Rouge algérien, et il impose le fait que le Croissant Rouge algérien est l'interlocuteur du CICR, pas le FLN, mais le Croissant Rouge algérien. Donc de ce fait, le Croissant Rouge a un rôle pour les prisonniers, ils tentent parfois de faire l'intermédiaire sur ces questions. Mais pour cette question, le Croissant Rouge n'a pas un rôle finalement si important, puisqu'on a vu que le CICR fait peu de choses, enfin arrive à peu de choses. En revanche, il a un rôle plus important pour tout ce qui est réfugiés, population civile algérienne réfugiée en Tunisie et au Maroc, où là, le Croissant Rouge va avoir un rôle et va populariser, est-ce qu'on peut dire populariser, va médiatiser plutôt la situation des réfugiés algériens dans le monde, pour dénoncer la guerre et la situation qui est faite aux civils algériens. Oui, je suis bien vivant et très bien traité par le FLN. La nourriture est très bonne. Nous avons du tabac à volonté. C'est bien ce qu'il me faut, car je fume toujours beaucoup. Ce qui permet de comprendre pourquoi le FLN fait des prisonniers, alors qu'objectivement, l'armée de libération nationale est une armée faite de briques et de broc, de gens très peu armés, en tout cas au début, et qui a à survivre, au moins dans la plupart des années de la guerre et dans la plupart du pays. Le FLN fait quand même des prisonniers, ce qui paraît un peu absurde. Mais en réalité, si on comprend les enjeux politiques qu'il y a derrière, on voit que la question de leurs conditions matérielles et de la dimension pratique ne l'a pas emporté. Donc il fallait faire des prisonniers, parce que faire des prisonniers, c'était se comporter comme une armée. Une armée légitime fait des prisonniers, elle applique les conventions de Genève, elle les met dans des camps, elle les libère, elle leur transmet du courrier, et donc le FLN va tenter de jouer cette carte, en partie, souvent sans le faire vraiment, mais en disant qu'il le fait pour pousser la France à le reconnaître comme interlocuteur légitime dans une guerre qui opposerait deux camps, ce que la France a toujours nié, considérant que le FLN était l'expression d'une rébellion minoritaire et pas du tout représentative d'une quelconque nation algérienne. Donc faire des prisonniers, c'était vraiment essayer de peser sur cette représentation du FLN dans la guerre. Et ça marche peu en réalité du point de vue de la France, mais ça a un certain impact international. En fait, faire des prisonniers, c'est très rentable, en fait, en réalité. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on enlève 2 frères du monastère de Tibérine, ça coûte pas cher, ces 2 moines désarmés qu'on prend sans difficulté, évidemment, ils vont pas résister. Et après, on fait les gros titres de la presse, on va les libérer, on va refaire les gros titres de la presse. Donc c'est rentable, c'est exactement comme le terrorisme. Le terrorisme, on pose une bombe, ça coûte pas très cher à fabriquer, il faut juste 2-3 personnes pour la poser, et puis on peut tuer beaucoup de gens et faire parler de soi. Donc de même que le FLN va opter pour le terrorisme aveugle et urbain à un certain moment de la guerre, ben de même, il choisit de faire des prisonniers parce que voilà, il y a une économie de moyens qui est là. C'est pas la peine d'en faire beaucoup, c'est pas la peine d'avoir des conditions exceptionnelles pour les conserver, pour les garder en vie. L'essentiel, c'est de les faire. Après, il peut y avoir d'autres cartes qui se jouent. On peut les libérer, on peut mettre en scène leur libération. Et là, c'est pareil, c'est pas la peine qu'ils soient très nombreux pour que ce soit l'occasion d'une mise en scène, d'une représentation, d'un discours par l'intermédiaire de ces prisonniers. Donc, ils sont très symboliques, ils sont très pratiques pour cette dimension symbolique, parce qu'ils vont dire la dimension militaire, ils vont dire la dimension d'interlocuteur que souhaite promouvoir le FLN. En ce sens, ils compensent la faiblesse sur le terrain militaire par cette dimension-là. Je pense que c'est un argument de guerre psychologique, d'une certaine manière, on peut dire ça, vis-à-vis de la population européenne qu'on terrorise en enlevant des fermiers, en enlevant des gens sur des routes et en créant un climat d'insécurité sur les routes d'Algérie, ça c'est sûr. On fait peur à la population européenne, française d'Algérie. Et vis-à-vis de la population algérienne, démontrer qu'on peut faire des prisonniers alors que l'armée française est une armée très puissante et qui par ailleurs est
une capacité de destruction que la population peut constater tous les jours, être capable de faire des prisonniers, comme être capable de tendre une embuscade et de tuer des soldats français, c'est une démonstration de force qui a pu être exploitée par l'ALN, par les FLN dans les villages. Et on a des traces de prisonniers qui sont exhibés, qui sont montrés vraiment comme des trophées hein, par les maquisards qui vont les promener dans les villages et qui vont les laisser être touchés par la population, éventuellement insultés, conspués, frappés. Et très clairement, là, ils sont dans un jeu entre le FLN, ou plutôt l'ALN, les maquisards et la population, l'ALN ayant besoin de cette population, et d'une certaine manière, il faut lui prouver que ça vaut le coup de les soutenir, et donc ils sont assez puissants. Mais c'est quelque chose de compliqué, puisque à un moment, le FLN, donc le côté politique de l'affaire, envoie des consignes, des directives, disant il faut arrêter le contact avec la population, il faut cacher les prisonniers, il faut arrêter ces scènes et ces exhibitions. Et donc on sent bien là qu'il y a une tension entre des intérêts ponctuels locaux, où il faut montrer sa force pour que la population continue à aider, soutenir, garder, et puis des enjeux plus globaux où il vaut mieux mettre les prisonniers à l'écart, les conserver et puis les utiliser pour de la démonstration symbolique en les libérant, etc. C'est deux usages qui ne sont pas forcément complètement compatibles en fait. Les témoignages qu'on a sur l'exhibition des prisonniers, c'est bien souvent devant des femmes, puisqu'en réalité les villages algériens sont le plus souvent vidés de leur population masculine du fait de la guerre. Donc il reste les vieillards, il reste les jeunes enfants et il reste les femmes. Donc quand on dit qu'ils sont exhibés devant la population civile, c'est bien souvent devant des femmes. En ce sens, cette photo, elle est complètement représentative de cette situation et de l'éventuelle tension qui a pu exister, dont on a plusieurs témoignages, quand ces femmes ont la possibilité, encore une fois, d'insulter, de frapper des prisonniers, hommes, soldats, qu'elles identifient à une armée d'occupation ou coloniale. Elles peuvent parfois se laisser aller à des gestes de violence. Dans le cas de la photo, elle est manifestement posée. On voit une barre au sol qui a l'air de montrer la limite à ne pas dépasser par le soldat. Voilà, cette photo appartient à une série de 4 photos, donc on sait qu'elle a été posée. Il est vraisemblable qu'on lui a donné le fusil pour la photo, et peu vraisemblable qu'on lui ait confié la garde du prisonnier, en réalité. Même si parfois les prisonniers étaient hébergés dans les villages, ils étaient toujours sous la garde de maquisards, d'hommes. Pour le sujet de la nourriture, ce n'est pas à me plaindre, car le jour qu'il en manque, nous pouvons demander leur âme. Car vous savez, chers parents, que je suis un grand morphale. Pour m'en compte, je crois que j'ai assez parlé pour vous. Il ne me reste plus qu'à terminer en vous souhaitant de conserver toujours la bonne santé. Je vous embrasse tous bien fort. Papa, maman, Vladi, Jojo, Michel, la moto confort 125, Pierre. Par la même occasion, vous donnerez le bonjour aux amis, aux copains et naturellement aux amis du gueule. La fonction majeure, oui, je pense que le prisonnier, enfin les prisonniers en tout cas militaires, et là il faudrait quand même distinguer les militaires des civils, les prisonniers militaires servaient vraiment à dire le FLN fait une guerre dans le respect des lois de la guerre et donc fait des prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre dans le droit de la guerre, ce sont des prisonniers militaires. Donc en ce sens, ces prisonniers-là, vraiment, sont le support de ce discours-là, qui est un discours qui vise à convaincre d'une réalité encore vacillante, parce que le FLN n'a pas gagné la guerre, a encore des choses à prouver, en tout cas, au moins jusqu'aux années 58-59. Donc on est, oui, dans un usage de ces prisonniers. Ils sont là, ils sont instrumentalisés, très clairement. D'emblée, ils sont conçus comme tels, en tout cas par la hiérarchie du FLN. Le FLN manie très bien tout ce qui concerne la propagande. Enfin, c'est même impressionnant en fait de voir qu'il y a des chefs du maquis algérien qui prennent soin, et notamment Amirouche, responsable de la Wilaya 3, qui prend soin d'écrire des lettres aux maires de prisonniers en France, qui sont des tracts de propagande en fait, mais qui sont adressés personnellement aux gens, qui leur disent voilà, votre fils est fait prisonnier, si vous voulez le revoir vivant. Influer sur votre gouvernement, écrivez à Guy Mollet, etc. Et donc on a ce genre de pression sur les familles qui sont faites avec les moyens du bord, c'est-à-dire du courrier, mais qui sont réellement faites. Et puis aussi avec des médias, on sait que des journalistes ont été autorisés à rentrer dans les maquis, à prendre des photos, à interviewer certains prisonniers. Ça a été diffusé à la radio, ça a été dans la radio arabe, ça a été diffusé dans la presse. Donc il y a une vraie conscience de l'usage des médias pour populariser ou pour faire connaître finalement ce qui concerne très peu de gens. Maintenant, c'est M. Déduc Jean qui a eu, il a été fait prisonnier
dans la région de Darflou le 26 février 1958. À vous. Ici Jean-Luc Jalot, prisonnier de l'armée de libération nationale. À mon sens, il y a plusieurs raisons pour expliquer l'oubli qui se cumulent en réalité. Je pense que ce qui fait qu'on a oublié les prisonniers militaires français, c'est très largement l'ombre de la guerre d'Indochine, où il y a eu aussi beaucoup de militaires, où il y a eu pour le coup beaucoup de militaires français et qui ont été, dès l'époque de la guerre d'Algérie, on a écrit des livres sur eux, on les a fait connaître, donc je pense qu'il y a une espèce de recouvrement de l'Algérie par l'Indochine, de ce point de vue-là, dans l'image de ce que c'est que le prisonnier d'une guérilla. Pour ce qui est des civils, c'est différent. Pour ce qui est des civils français, je pense que la raison de leur oubli, c'est que beaucoup de civils ont été enlevés en Algérie et ont disparu après le cessez-le-feu, au moment de l'indépendance. Eux, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup dénoncé le fait que le FLN n'ait pas respecté les accords d'Évian, on a beaucoup dénoncé la mise en place de l'État algérien et son non-respect de cette population française, alors qu'ils s'étaient engagés à la respecter. Et donc en mettant l'accent sur ce moment de l'après-guerre, d'une certaine manière, il n'y avait plus de place pour les récits de l'avant le cessez-le-feu, ces prisonniers d'avant le cessez-le-feu. Ils ont complètement disparu de la mémoire. C'est vraiment très impressionnant, effectivement, en France. Pour ce qui est de l'Algérie, effectivement, ça a été utilisé pendant la guerre comme étant le signe que le FLN était un vrai interlocuteur et l'ALN une vraie armée. Mais une fois que la guerre était gagnée, il n'y avait pas particulièrement de quoi se vanter d'avoir fait des prisonniers. Et donc, c'est pas là-dessus que l'État algérien va construire son discours héroïque sur la guerre de libération, mais plutôt sur des actions militaires impressionnantes, sur des opérations réussies, et pas tellement, et même pas du tout, sur cette question, même si les prisonniers ne disparaissent pas complètement, puisqu'on les voit dans les fictions algériennes. Le prisonnier, c'est une figure qui existe dans le récit national de la guerre, mais c'est pas non plus un récit dominant. Le prisonnier militaire, pas le prisonnier civil, jamais. On est arrivé juste, ils nous ont laissé approcher à 25-30 mètres et ils ont tiré. Le combat a duré à peu près combien de temps Un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Nous, on s'est couchés, on a tiré. Après, tous les autres étaient tombés. Hein. Alors, vous tiriez à ce moment-là sur un objectif qui était probablement très peu visible. Sur les rochers, comme ça venait des rochers. C'est ça. Puis après, ils nous ont encerclés, ça venait de tous les côtés. Là, ils nous ont stationnés, les prisonniers. Ils nous ont pris notre portefeuille, notre montre, ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Notre couteau, tout. Ma précédente recherche, elle avait commencé sur une embuscade pendant la guerre d'Algérie, dans laquelle était tombée une section française. Et sur les 21 hommes tombés dans l'embuscade, 17 corps avaient été retrouvés, et puis 4 avaient disparu. Et on en avait retrouvé 2, au final, au bout d'une semaine, et puis 2 avaient totalement disparu. Et ces 2-là, je les ai cherchés. Et puis je les ai retrouvés en 1963, dans les états civils, où ils étaient déclarés morts pour la France. Entre l'embuscade en 1956 et la déclaration de mort pour la France en 1963, on ne savait rien d'eux. Donc c'est 2 cas, et puis je me suis dit, mais il y en a d'autres, il y en a certainement d'autres. Des embuscades, et puis hop, des gens qui disparaissent littéralement. Donc ça m'a amené à creuser la question, à regarder qu'il n'y avait aucun travaux sur le sujet existant. J'avais déjà travaillé sur la question des conventions de Genève et du droit de la guerre, donc voilà, ça m'a fait relier un peu tous ces intérêts que j'avais autour de cette question des prisonniers. Et puis après, les sources sont arrivées de manière assez classique, les sources militaires françaises qui comprennent énormément en fait de documents du FLN et de l'ALN qui ont été récupérés sur des maquisards tués ou faits prisonniers. Donc on a beaucoup de documents du côté du FLN qui se trouvent en France. Les sources qui se trouvent à Genève du CICR, qui sont aussi assez importantes, des sources en Algérie, qui sont les sources du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui permettent aussi d'éclairer la politique du GPRA, et même du FLN avant la création du GPRA, et puis aussi de l'enquête orale, et ça c'est toujours quelque chose que j'aime faire, une enquête orale que j'aurais aimé mener en France et en Algérie, malheureusement au moment où j'avais un terrain prévu en Kabylie, on m'a refusé mon visa pour aller en Algérie, donc je n'ai pas pu faire cette enquête en Algérie. Et donc il y a uniquement dans ce livre des gens qui résident en France, que ce soit d'anciens maquisards ou surtout d'anciens prisonniers qui ont accepté de me rencontrer et qui donc sont présents dans ce livre, eux et leur famille.